Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur une découverte qui est une fausse découverte qui a fait la une de nombreux magazines de vulgarisation scientifique. Et je voulais justement parler de cette non-découverte, de cette grosse connerie qui a été diffusée par un laboratoire scientifique pour expliquer que malheureusement, les chercheurs et les labos sont en quête le plus souvent de sensationnalisme pour pouvoir vendre et diffuser leurs recherches à des magazines scientifiques et à des groupes scientifiques pour se faire connaître et pour pouvoir gagner de l'argent. Puisque une découverte qui aura un côté sensationnel, qui aura un côté catastrophique dans son analyse, attirera bien sûr la visibilité, puisque les hommes sont attirés par ce qui est catastrophique, ce qui est dangereux. C'est une programmation génétique, puisque ce qui est dangereux, on doit l'éviter pour ne pas mourir. Donc on a une espèce d'obsession, une attirance obsessionnelle pour la mort, la catastrophe, le danger, pour en fin de compte éviter, par la connaissance de ces dangers, de soi-même être confronté à ces choses-là. Donc ils utilisent, et ils se font utiliser aussi, nos chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par leur subconscient, par leur programmation génétique, pour diffuser des tas de merde, des tas de fausses découvertes dans cette quête de reconnaissance, quête énergétique de l'argent, parce que si l'on fait du sensationnel, on sera vu, connu, et à ce moment-là, on pourra éventuellement trouver du travail et avoir des bourses, même s'il s'avère que plus tard, notre découverte n'était pas une découverte. Donc c'est classique, mais c'est quand même énervant de voir ces gens-là faire la une des magazines alors qu'ils ne disent que de grosses conneries. Alors, cette découverte qui est une non-découverte, vous avez dû en entendre parler. Alors celle-là, elle est passée dans Trust Ma Science le 4 juin 2018. J'avais vu quelques vidéos dessus. C'est une aberration totale. Je vais vous lire un peu l'article pour que vous voyez de quoi ça parle. C'est catastrophique, bien sûr. C'est du catastrophisme. On parle de la disparition des hommes qui n'auraient pas pu à une certaine période bien se reproduire, alors que les femmes se reproduisaient. Très peu d'hommes ont pu se reproduire. Et ils ont expliqué ça, vous allez voir, d'une façon violente sur les hommes qui auraient dominé d'autres hommes, qui auraient pris les femmes. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais je vais vous lire l'article et je vais vous le démonter d'une façon logique. Le monde est bien plus simple qu'on ne le pense quand on l'analyse d'une façon énergétique, c'est-à-dire en étudiant les relations énergétiques des choses et des organismes entre eux. Donc cet article est passé dans Trust My Science, Trust My Science, le 4 juin 2018. Il est passé dans de nombreux autres magazines de vulgarisation, que ce soit sur Internet ou papier, ou même dans des émissions. Donc voilà, je vais vous le lire un peu. Il y a environ 7000 ans, tout au long du néolithique, quelque chose de vraiment particulier est arrivé à la diversité génétique humaine. En effet, pendant 2000 ans à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie, la diversité génétique du chromosome Y s'est effondrée, comme s'il n'y avait eu en moyenne qu'un homme pour 17 femmes. Donc ils vont vous expliquer qu'il y a peu d'hommes qui se sont produits par rapport aux femmes. Ce qui est réel, mais sur des périodes de milliers d'années, en fin de compte, c'est beaucoup moins sensationnel qu'on peut le penser à première vue. Et je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, grâce à la modélisation informatique, les chercheurs croient avoir trouvé la cause de ce phénomène mystérieux. Heureusement, ils croient, mais ils ne l'ont pas trouvé. Les combats entre clans patrilinéaires, c'est les combats entre clans patrilinéaires. En effet, c'est catastrophique, comme s'ils s'étaient battus en permanence, ils avaient récupéré les femmes. En effet, les baisses de diversité génétique parmi les humains ne sont pas inconnues, inférées sur la base des modèles génétiques chez les humains modernes. Mais ces différences de diversité affectent généralement des populations entières
probablement à la suite d'une catastrophe ou d'un autre événement qui fait diminuer la population et par conséquence le patrimoine génétique. Mais le goulot d'étranglement du chromosome Y au néolithique, comme on le sait, a été quelque peu énigmatique depuis sa découverte en 2015. En effet, il n'a été observé que sur les gènes du chromosome Y qui se transmet de père en fils, ce qui signifie qu'il a seulement affecté les hommes. Ce renvoi à une cause sociale plutôt qu'à une cause environnementale, et étant donné la restructuration sociale qu'il y a eu il y a 12 000 à 8 000 ans, lorsque les humains se sont tournés vers des cultures agraires avec des structures patrilinéaires. Les scientifiques pensent que ces éléments sont liés. Ils n'ont pas tort. En effet, alors, il faut savoir qu'une baisse de la diversité génétique ne signifie pas nécessairement une baisse de la population. Le nombre d'hommes aurait très bien pu rester le même, tandis que le nombre d'hommes ayant produit une progéniture aurait simplement diminué. C'était l'un des scénarios proposés par les scientifiques qui ont rédigé le document datant de 2015. Au lieu de la survie du plus fort, dans le sens biologique du terme, l'accumulation de la richesse et du pouvoir pourrait avoir augmenté le succès reproductif d'un certain nombre limité de mâles socialement aptes et de leurs fils, expliquait le biologiste computationnel, la biologiste computationnelle Melissa Wilson à l'époque. Elle n'avait pas tort du tout, et j'approfondirai un peu. La nouvelle équipe qui a sorti sa théorie est une théorie de merde. Alors, Tiancheng Zheng, un sociologue de Stanford, s'est basé sur cette hypothèse. Lui et ses collègues ont souligné que dans un clan, les femmes pouvaient se marier dans d'autres nouveaux clans, tandis que les hommes restaient avec leur propre clan toute leur vie. Cela signifiait qu'au sein du clan, la variation du chromosome Y est limitée. Ce qui est vrai aussi. Cependant, cela n'explique pas pourquoi il y avait si peu de variations entre les différents clans. Mais les escarmouches effaçaient des clans entiers. Cela aurait pu éradiquer beaucoup de lignages masculins, diminuant la variance du chromosome Y. La modélisation informatique des scientifiques a vérifié la vraisemblance de ce scénario. En effet, les simulations ont montré que les guerres entre les clans patrilinéaires, où les femmes se déplaçaient mais où les hommes restaient dans leur propre clan, ont eu un effet considérable sur la diversité du chromosome Y au fil du temps. Ces simulations ont également démontré qu'une structure sociale qui permettait aux hommes et aux femmes de changer de clan n'aurait pas cet effet sur la diversité du chromosome Y, même s'il y avait eu un conflit entre eux. Selon les chercheurs, cela signifie que le clan patrilinéaire en guerre sont l'explication la plus probable. Notre proposition est soutenue par des découvertes archéogénétiques et en théorie anthropologique. Ont écrit les chercheurs dans leur article. Premièrement, notre proposition implique un épisode de la préhistoire humaine lorsque les groupes de descendants patrilinéaires étaient l'unité sociale saillante et la plus importante de la compétition intergroupe, ont-ils ajouté. Cette hypothèse est également soutenue par une découverte des échantillons d'ADN européennes, la connaissance superficielle du chromosome Y, une caractéristique qui indique des niveaux élevés de parenté entre les mâles. Les groupes de mâles, dans les cultures agropastorales post-néolithiques européennes, semblent descendre patrilinéairement d'un nombre de progéniteurs comparativement plus petit que les chasseurs-cueilleurs. Et cette tendance est particulièrement prononcée chez les pasteurs, explique-t-il. Notre hypothèse prédirait que les sociétés post-néolithiques, malgré leur population plus importante, ont eu des difficultés à conserver la diversité ancestrale du chromosome Y en raison des mécanismes qui accélèrent leur dérive génétique, ce qui est certainement en accord avec ces données, ajoute-t-il. Fait intéressant, les variations sont moins prononcées dans les populations d'Asie de l'Est et du Sud-Est, et je l'expliquerai pourquoi, et c'est extrêmement simple à comprendre, vous allez voir, ces scientifiques manquent de largeur d'esprit, que dans les populations d'Europe. Donc, dans les populations d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est, vous allez voir, et je vais vous l'expliquer pourquoi, les populations masculines, le chromosome Y de l'homme est maintenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la plupart des hommes peuvent transmettre leur patrimoine génétique et les femmes le transmettent aussi. Alors qu'en Europe, en Asie, il y a eu globalement moins d'hommes qui ont transmis leurs gènes que de femmes. Et vous allez voir que c'est très simple à expliquer. Cela pourrait être dû
au fait que les cultures pastorales étaient beaucoup plus importantes dans ces dernières régions. L'équipe est enthousiaste à l'idée d'appliquer leur méthodologie qui combine la sociologie, la biologie et les mathématiques à d'autres cultures pour observer comment les liens de parenté et de variation génétique entre les groupes culturels sont corrélés avec l'histoire. Donc, vous avez compris, ils essayent de mettre du sensationnalisme et du catastrophisme dans cette histoire en expliquant qu'il y a eu des combats entre les groupes humains, cette période du néolithique, c'est-à-dire cette période où il a commencé à avoir des pasteurs et des agriculteurs, donc où il y avait accumulation énergétique, lutte entre les clans et récupération énergétique, donc prédation de ce qui était accumulé et aussi prédation des matrices, donc des femmes, ce qui fait que des lignées entières d'hommes auraient disparu. Alors ça a peut-être joué un peu, mais tout ça, c'est du cinéma qu'on se fait dans la tête des chercheurs, ou des hommes. On imagine un passé hyper violent où les hommes se tuaient et s'agressaient en permanence. Non, ils ne faisaient pas ça tout le temps. Effectivement, le fait d'accumuler de la richesse génère le pillage et l'agression, mais ce n'est pas la cause de la disparition partielle du chromosome Y, c'est-à-dire la possibilité moindre pour les hommes à cette période de transmettre leur patrimoine génétique, alors que les femmes avaient beaucoup plus de possibilités, avaient autant de possibilités de les transmettre. Donc la plupart des femmes ont transmis leur patrimoine génétique, alors que peu d'hommes l'ont transmis. Alors tout ça s'explique en vérité d'une façon extrêmement simple. Alors j'avais répondu à cet article, j'avais passé ça en en-tête sur mes réseaux sociaux, j'avais dit hypothèse qui ne tient pas. Depuis le Paléolithique, les hommes qui ont le plus accumulé voient leurs petits mieux survivre. Et surtout, peuvent entretenir plusieurs femmes, ce qui réduit le nombre d'hommes pouvant transmettre leurs gènes. De plus, la femme, par sa nature profonde, se donne à celui qui pourra la protéger et la nourrir, même si cet individu a déjà une femme, voire plusieurs. Ce qui est, pour elle, en plus, un gage de vigueur pour cet homme-là. Donc, elle pourra à ce moment-là avoir une progéniture qui ira la vigueur du papa. Pour finir, en Asie de l'Est, la culture du riz atténue les différences dans l'accumulation énergétique des hommes en obligeant ces derniers à travailler en commun pour les travaux d'irrigation des parcelles individuelles, souvent égales. Du coup, une femme par homme, car l'accumulation énergétique est souvent la même pour chaque homme de la tribu. Donc on peut s'apercevoir que cette théorie ne tient pas debout face à la logique énergétique. Tout simplement, à partir du néolithique, donc de cette phase qui a eu de transition, il y a d'abord vers 12 000 ans en Europe, au Moyen-Orient, il y a eu ce passage du mode chasseur-cueilleur au mode pastoral, agriculteur et pasteur, qui faisait que les hommes accumulaient de l'énergie et qu'en fin de compte, on n'était plus dans une structure tribale avec des individus qui appartenaient à la même structure tribale, la tribu ayant en général, pour ceux qui connaissent l'Afrique, un partage équitable des nourritures, donc un partage tribal dans une société de chasseurs-cueilleurs. Je parle des derniers chasseurs-cueilleurs qu'on peut rencontrer, même vous allez en Papouasie, c'est à peu près ça. Donc tous les hommes ont à peu près la même valeur au sein du groupe, puisqu'ils forment une entité, et le groupe gérant un patrimoine énergétique commun qui est le territoire du chasseur-cueilleur. Donc ça, on est au Paléolithique et on est encore chez les quelques tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent là. Donc il n'y a pas d'intérêt pour les femmes d'aller avec un homme particulier qui aura accumulé plus d'énergie que les autres, donc il pourra les nourrir et favoriser la survie de leurs petits, puisque le territoire appartient à la tribu. Donc à partir du moment où on est chasseur-cueilleur, il y a une transmission génétique de quasiment tous les hommes, de leur patrimoine génétique, et de quasiment toutes les femmes, peut-être un peu moins les hommes, mais ça reste relativement limité. Donc il y a possibilité pour quasiment tous les individus de la tribu de chasseurs-cueilleurs
qu'ils soient hommes ou femmes, de transmettre leur patrimoine génétique, puisqu'ils vivent sur un territoire énergétique commun, et on n'a pas un qui accumule plus que l'autre. À partir du moment où on commence à être chasseur-cueilleur, agriculteur. Donc on passe du mode chasseur-cueilleur, donc paléolithique, au mode agriculteur, donc c'est à partir de 12 000 ans jusqu'à 10 000, 8 000 ans, ça s'est passé d'une façon plus ou moins rapide selon les endroits. Alors c'est pas venu, comme je le dis tout le temps, dans l'esprit des gens d'être chasseur, d'être agriculteur ou éleveur d'un coup, hein. Il y a eu des animaux qui sont arrivés, on les a gardés dans des enclos pour les manger, puis après on les a fait se reproduire pour les manger un peu plus tard, hein. Après on les a fait se reproduire, donc c'est arrivé relativement lentement. La même chose s'est passée avec les végétaux. On était chasseurs-cueilleurs, donc on allait chercher des végétaux qu'on ramenait au camp de base. À force d'aller chercher au camp de base des graines de ces végétaux, et ça c'est un Français je crois qui avait fait cette découverte, je le redis encore, excellente, hein. Les graines tombent sur le transport, et plus on se rapproche du camp de base, plus des graines tombent près du camp de base, et on arrive avec des champs près des camps, et à ce moment-là, on n'a même plus à aller chercher les végétaux loin, les champs se sont créés tout seuls, parce qu'à force de ramener les végétaux comestibles, on se retrouve avec beaucoup de graines de végétaux comestibles tombées au sol près des camps, et à ce moment-là, on crée des champs. Donc c'est un processus biologique, une espèce de symbiose qui se fait automatiquement entre les végétaux et les hommes sans qu'il y ait réellement désir des hommes ou découverte des hommes de l'agriculture. Ça se fait d'une façon d'une transition lente, parfaitement logique, une espèce de symbiose entre végétaux et hommes, hein, le transport des végétaux faisant naître des champs de ces végétaux autour des hommes qui se mettent à ce moment-là à les moissonner, à ressemer après. Donc à partir de ce moment-là, où il y a création des champs, création des enclos, avec du pastorage, avec des hommes qui deviennent ou agriculteurs ou éleveurs, il y a à ce moment-là accumulation énergétique et rivalité entre les hommes qui ne travaillent plus, en fin de compte ne chassent plus sur un territoire commun, mais qui chacun exploite sa parcelle de terre particulière et fait jaillir de son intellect, de sa réflexion et de son travail plus ou moins d'énergie. Donc c'est l'homme le plus intelligent, le plus consciencieux, le plus accumulateur, celui qui aura une meilleure perception de l'avenir et qui bossera en plus, qui à ce moment-là pourra accumuler le plus d'énergie, produire le plus d'énergie et à ce moment-là avoir la possibilité d'attirer un maximum de femmes pour pouvoir transmettre la vie et se reproduire. Donc à ce moment-là, il y a une lutte réelle entre les individus de la tribu, du clan, qui deviennent des concurrents internes à leur société, et on voit apparaître à ce moment-là des sociétés, on va dire, avec des hommes qui vont avoir plusieurs femmes. Les femmes allant de préférence avec l'homme qui aura le plus accumulé, ou la famille donnant la femme à l'homme qui aura la possibilité de la nourrir, elle et ses enfants, même si cet homme a plusieurs femmes. On voit apparaître une polygamie patriarcale basée sur l'accumulation énergétique, le plus riche ayant le plus de femmes, mais les hommes en commun se groupant pour défendre leur territoire contre la prédation des autres hommes, puisque quand il y a accumulation énergétique, il y a tentative de récupération de cette accumulation par des groupes de pilleurs qui ont bien compris que faire travailler les autres, c'est plus facile que travailler soi-même. Donc c'est là où on voit la naissance des mafias et des oligarchies qui sont à la base des pilleurs qui vont se vendre aux agriculteurs et aux producteurs pour protéger leur terre en échange de nourriture. C'est une autre affaire, mais on voit que ce sont les hommes pendant quelque temps qui accumulaient le plus d'énergie, qui pouvaient avoir le plus de femmes. Et ce qui génère à ce moment-là, pour certains individus, le fait qu'ils vont rester tout seuls et qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de femmes, voire pas du tout. Donc on va se retrouver avec quelques hommes qui auront une femme, d'autres qui en auront plusieurs, et un certain nombre qui en aura pas du tout, et ils ne transmettront pas leur gène. Mais sur les décennies,
sur les siècles, sur les milliers d'années, sur plusieurs milliers d'années, on voit un appauvrissement progressif du chromosome Y dans sa diversité, puisqu'en fin de compte, tous les hommes ne peuvent pas transmettre leurs gènes, à la différence d'une société de chasseurs-cueilleurs où tout homme trouve sa femme, puisque chaque famille vit en symbiose sur un milieu énergétique qui appartient à tout le monde. Alors, ça s'est passé particulièrement dans les communautés d'Europe et du Moyen-Orient, un peu d'Asie, mais pas d'Asie du Sud-Est, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud, où il y avait le riz, pour la bonne raison que les cultures du blé et les cultures des céréales que l'on trouve au Moyen-Orient sont des cultures qui, à la base, ne demandaient pas forcément un travail, un premier travail du groupe, un travail communautaire pour créer des canaux pour pouvoir acheminer de l'eau comme dans la culture du riz. Donc les cultures de végétaux qui fournissaient le maximum d'énergie en Europe et au Moyen-Orient étaient des cultures qui généraient l'individualisme, donc qui généraient la sélection des hommes les plus efficaces pour pouvoir optimiser la production de leurs parcelles de végétaux produisant de l'énergie. Blé, millet, orge, sarrasin, j'en passe, et des meilleurs. Et c'est les individus, pendant cette période, qui accumulaient le plus d'énergie, qui pouvaient donc avoir le plus de femmes, laissant un tas d'hommes sur le côté qui ne pouvaient pas se reproduire, faute d'avoir la capacité d'accumuler assez d'énergie, et surtout, faute aussi d'avoir peut-être trouvé le terrain pour pouvoir planter, le bon terrain pour pouvoir planter et pour pouvoir accumuler de l'énergie. Et c'est ainsi qu'il y a eu appauvrissement de la diversité génétique du chromosome Y. Donc, peu d'hommes, en fin de compte, peu d'hommes ont pu transmettre leurs gènes, c'est-à-dire peu de lignées humaines masculines ont pu transmettre leur patrimoine génétique, à la différence des femmes qui, elles, ont quasiment toutes trouvé une protection, bien sûr les femmes s'offrant à celui qui accumulait le plus. Alors en Asie ça ne s'est pas passé comme ça, parce que, on va dire dans l'Asie du riz, qui est une bonne partie de l'Asie, puisque la culture du riz demande un travail communautaire pour créer les canaux d'irrigation en vue d'irriguer toutes les parcelles qui vont être travaillées par les hommes, mais aussi les femmes, mais par les hommes. Donc, il se trouve que comme il y a un travail communautaire à la base, les hommes ne vont pas s'amuser à travailler pour le voisin en lui faisant une irrigation plus longue. Donc, tout le monde se retrouve avec une parcelle à peu près équivalente et tout le monde crée les canaux d'irrigation pour le riz, pour inonder les champs de riz, pouvoir récolte qui a lieu 2 fois par an en plus, pas une fois, pour l'Europe, pour par exemple le blé et les céréales, c'est 1 fois par an, le riz c'est 2, ce qui permet d'accumuler encore plus d'énergie. Après ça fait des carences au niveau de certains acides aminés et protéines, bien sûr, mais on se retrouve quand même avec une quantité énergétique plus importante de protéines végétales et d'hydrates de carbone. Donc en Asie, il y a une répartition quasiment équitable chez les producteurs, on va dire chez les agriculteurs, d'énergie, puisque tout le monde travaille en commun pour irriguer, tout le monde a une parcelle de taille commune, ce qui fait que les femmes ne vont pas se donner prioritairement à truc ou un tel parce qu'il a une plus grande parcelle qui produit mieux. Non, toutes les parcelles produisent quasiment d'une façon identique dans la communauté. Et c'est ainsi que chaque homme va trouver une femme. Et il y a dans ces communautés asiatiques, il ne l'avait pas trouvé, mais je vous l'explique, il n'y a pas appauvrissement du chromosome Y masculin, et les femmes continuent à transmettre leurs gènes, mais chaque femme a un homme et chaque homme a une femme. On se retrouve avec une monogamie plus marquée que pendant cette période, la période équivalente en Europe et au Moyen-Orient, où il y avait une polygamie plus marquée,
cette polygamie ou cette monogamie n'étant pas un désir profond des hommes, mais étant fondamentalement lié à la façon dont les hommes tiraient l'énergie de leur milieu, donc le monde des céréales, le monde du riz. On voit que ces chercheurs ont déconné complètement, mais le sensationnel, ça fait vendre, ça vous fait passer en tête dans les magazines scientifiques, et parfois vous allez pouvoir faire une couverture, qu'importe la véracité de la théorie, pourvu qu'elle se vende. Nous sommes dans le monde des marchands du temple. La vie est bien plus simple quand on essaye de la comprendre d'un point de vue énergétique. C'est voir la vie dans la relation des êtres et des choses entre elles d'un point de vue purement énergétique qui vous permet de trouver les solutions des questions qu'on se posait sur le passé, qui vont vous permettre de résoudre les problèmes que vous allez rencontrer, vous, dans votre avenir d'humain. Voilà, petite vidéo un peu coup de gueule. C'est toujours comme ça, hein, j'en avais parlé aussi, j'avais expliqué que la disparition de Néandertal était due simplement à une vitesse de reproduction plus rapide des sapiens venus du Sud qui, en vague, sur des milliers et des milliers d'années, ont envahi progressivement l'Europe et l'Eurasie, et que le fait que ces individus avaient une vitesse de reproduction plus rapide, puisqu'ils venaient de territoires au sud où il y a plus de calories, fait qu'il y a eu tout simplement un remplacement très progressif des Néandertaliens, mais sur des milliers d'années, ça a fait une disparition de Néandertal qui reste en nous, en vestige, dans notre patrimoine génétique, puisque l'amour et les associations des Néandertaliens et des sapiens ont généré des hybrides qui vivent encore dans les Européens et un peu dans les Asiatiques aussi, d'une façon subtile, mais qui sont encore en nous. Donc il n'y a pas eu totalement disparition, il y a eu absorption et disparition par un flux continuel de sapiens venus du sud et montant au nord avec une vivacité reproductive plus importante par rapport à des Néandertaliens qui vivaient sur un territoire moins riche et technologiquement aussi ils étaient pas moins évolués, mais ils avaient que la technologie néandertale, alors que quand il y a eu la montée des sapiens qui avaient une reproduction plus rapide, ils ont associé la technologie néandertalienne avec la technologie sapiens, accumulation de savoir technologique, optimisant la survie des sapiens, mais aussi des néandertaliens, mais comme les sapiens se reproduisaient plus vite, lente disparition des néandertaliens sur des milliers d'années, ça se compte en dizaines de milliers d'années, ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a disparition et absorption du patrimoine génétique néandertalien quand celui-ci est utile à la survie des individus, alors tout ça par métissage. Voilà, cette théorie que j'avais expliquée, on m'avait raillé, on s'était foutu de ma gueule, maintenant c'est la théorie qui est considérée comme la réalité de la disparition de Néandertal. Donc, j'ai jamais entendu des gens qui s'étaient foutus de ma gueule et qui m'avaient insulté venir s'excuser. Vous pouvez le faire, si vous voulez, sur la vidéo, quand vous m'avez insulté il y a quelques années. La théorie que j'avais annoncée est celle qui est maintenant considérée comme la plus réaliste dans les milieux scientifiques du monde entier, particulièrement aux États-Unis, où le niveau en paléontologie humaine est quand même au plafond. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo énergétique pour vous expliquer que le sensationnalisme, c'est bien pour gagner de l'argent, mais c'est souvent complètement bidon. C'était Fred Delavier. À bientôt!